Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme on se retrouve pour une nouvelle semaine de sport sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9 que vous pouvez recevoir aussi sur le www.sportfmtg.com. Excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Dingue de sport de ce 12 juin 2023 parle du match Eswatini-Togo de la 5e et avant-dernière journée des qualifications de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Les préparatifs en vue de ce match ont commencé samedi en terre sud-africaine. On en parle. Bikenti, enfin champion de D2. On analyse le sacre avant terme des Lions du Mont Barbabassa. Qu'est-ce qu'il se passe au juste dans les préparatifs pour aller aux deuxièmes Jeux africains de plage à Hammamet en Tunisie? On se pose la question et on va tenter d'analyser. Dingue de sport invite Grégoire Attignon, Latifi Rouman, Florent Kataka et Angelo Folikoué seront de la partie Dingue de sport. La mise en onde est l'affaire de Théo Adjavon. La vidéo, comme toujours, est gérée par Sir Fonelom. Je suis Franck Nounyama, bonne arrivée. Merci de faire confiance à la référence sportive à Radio Sport FM naturellement. Merci de suivre Dingue de sport sur la référence sportive. Une nouvelle semaine de sport en votre compagnie. C'est toujours un honneur, un privilège. Bonjour Angelo Folikoué. Salut sportif Franck, bonjour à tous. Latifi Rouman, merci d'être en studio. Bonjour Franck, bonjour à tous. Grégoire Attignon, merci d'être là. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Très bien, commençons par parler des deuxièmes Jeux africains de plage à Hammamet en Tunisie. C'est pour dans quelques jours et les préparatifs des qualifiés togolais, notamment les sports de main, le beach handball et puis le beach volley. Nous avons donné la parole il y a quelques jours au capitaine de ces différentes sélections. On va commencer par Florent Apézoumon, qui est le capitaine de la sélection de beach volleyball. Oui, Florent Apézoumon, que nous allons écouter. Mais en attendant, Angelo Folikoué, c'est pas facile pour eux de s'apprêter au vu de tout ce qui entoure, on va dire, la participation du Togo à cette compétition. C'est la réalité. Lorsqu'on descend un peu dans le sable ou l'une des plages de la capitale, oui, il y a des entraînements qui s'enchaînent avec le sélectionneur Boris Denikou. On a parlé tout à l'heure de Florent Apézoumon. Il y a également son autre frère. Il y a également Kotoka. Tous étaient du côté du Cap-Vert il y a quelques années. Et puis également, ils étaient à une compétition récemment du côté du Maroc. Donc, en matière d'expérience, ils en savent quelque chose. L'autre réalité également dans ce beach volleyball, ce n'est pas le beach volley à 2, mais à 4. Donc, il y a une différence en ce qui concerne le format et il y a beaucoup de travail sur le plan de la cohésion, de la complicité, les techniques, les services, les réceptions. Tous ces détails-là sont pris en compte par le sélectionneur national, accompagné bien sûr de son adjoint. Tout dernièrement, on les a assistés juste après une grosse pluie sur la capitale. Ils étaient encore là, déterminés, qui affichaient justement cette volonté à travailler et on a eu l'occasion de lui poser la question. Pour lui, oui, il est bien de pouvoir s'imprégner de pratiquement toutes les températures qui peuvent s'opposer dans ce genre de compétition. Tant de soleil, tant de pluie, tant de vent et tout doucement, l'équipe est en place. Maintenant, quand vous allez un peu au-delà de ce qui se passe sur le terrain, la Fédé également, tant bien que mal, tente de les accompagner comme il se doit et dans leur tête, ils sont prêts pour pouvoir rejoindre la Tunisie dans quelques jours, pour ne pas dire juste une semaine, puisque la compétition débute le 23 juin. Et pour chuter, sur les dernières nouvelles que nous avons, cette sélection risque d'avoir des complications en matière de participation. Normalement, la Tunisie va accueillir ses 52 nations, 42. C'était le cas pour le Cap-Vert. Le Togo y fait partie. Mais là, le Togo risque de ne pas être là parce qu'on parle de difficultés financières, d'invalidation, des candidatures ou bien des athlètes. Je pense qu'on va développer tout ça au fur et à mesure que nous allons continuer. On va maintenant écouter le capitaine de la sélection togolaise de beach volley, Florent
à Pézoumont. Il n'y a pas de motivation en tant que telle et à ce niveau, on supplie au moins la Fédération togolaise de volleyball, le ministère, de nous aider parce que cette compétition est très importante pour nous. Parce que nous aussi, on veut vraiment évoluer. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque fois qu'on compétit, notre rang mondial, ça augmente. Mais si vous ne participez pas à des compétitions, vous descendez. Donc c'est très important pour nous cette compétition. Quand vous parlez de motivation, vous parlez d'argent, vous parlez des conditions de travail. Qu'est-ce que vous mettez dans motivation? Je veux parler des moyens financiers. Par exemple, après les entraînements, les moyens de déplacement. Vous n'avez pas de primes? Oui, on a de primes, mais ça ne nous suffit pas parce que d'autres quittent de loin pour venir. Parce que le déplacement, là, tu dois manger dedans. Bon, ça nous gêne un peu. Alors, le beach volley au Togo aujourd'hui, ça prend, vous pensez que oui, il y a de l'avenir, ça peut apporter quelque chose? Oui, ça peut apporter beaucoup de choses parce que depuis que nous, on compétit à des compétitions de beach volley, il y a d'autres pays qui nous félicitent beaucoup par rapport à notre taille même. Ils disent que bon, les Togolais, ils jouent très bien. Donc déjà, ils nous qualifient beaucoup. Nous-mêmes, nous sommes déterminés. Même s'il n'y a pas de compétition, nous, à chaque fois, on va à la plage, on s'entraîne parce que nous avons la côte. Ici, voilà, chez nous, on n'a pas besoin de grand-chose. On n'a pas besoin de grand-chose. Juste la motivation. Et puis nous-mêmes, nous sommes déjà déterminés. Juste la motivation, dit Florent Apézoumont. Et derrière, l'autre capitaine, le capitaine de la sélection de beach handball, Ayayi Ayivi. C'est une compétition qu'on avait préparée comme il se doit, mais on a été vice-champion parce qu'on avait pris la Tunisie comme une équipe trop forte pour nous, puisque eux ils discutent les compétitions et tout. Et c'était la première fois que d'avoir une équipe comme la Tunisie en finale. Bon, on avait pris l'équipe trop fort. Et c'est au cours du match qu'on a su que on pouvait les battre. Mais c'était un peu tard. Avec quelques pertes, on a perdu cette finale. Mais je peux dire que cette année, on est plus que motivé. On ira en finale, même si c'est la Tunisie, on va gagner la Tunisie. Avec cette expérience-là, vous êtes plus fort dans la tête maintenant. Oui, vous dites, quel que soit le pays en face, nous, on va passer dessus. Il y a quelques joueurs qui nous ont laissés. Il y a Modi, qui est actuellement en Portugal, parce que c'était un plus, puisqu'il avait la taille. Il mesurait 2,10 m, mais très jeune en plus. Il est très grand. Oui. Il revient vous soutenir ou bien il ne sera pas là? Je sais pas. On n'a pas les aides pour compenser l'effort qu'on fait. On n'a pas des aides. C'est-à-dire que vous dépensez de l'énergie. Il faut quand même une ration alimentaire pour équilibrer tout ça. Justement. On fait avec les moyens de bord, je peux dire avec ça. Mais vous faites quoi? Vous mangez bien quand même? Parce qu'il vous faut, on va dire, beaucoup de choses pour que vous soyez, on va dire, solide physiquement, parce que vous dépensez de l'énergie. Il faut compenser tout ça. Pour le moment, vous trouvez que c'est pas forcément ça, c'est ça? Ouais, c'est pas encore ça. Puisque chacun rentre de lui, on ne sait pas ce que l'autre mange, Voilà. Donc, je peux dire qu'on fait avec les moyens de bord. Oui, Ayayi Ayivi, le capitaine de la sélection de beach volley, c'est dans lesquelles conditions qu'il s'apprête pour ces Jeux-là. C'est quand même les vice-champions d'Afrique, mais on a comme l'impression qu'ils sont un peu abandonnés. Oui, comme souvent avec les autres sports. Vous savez, au Togo, c'est le football souvent qui alors, comme on le dit, lorsqu'on prend le football, même les cadets ont le minimum. Vous prenez les féminins, elles ont le minimum. Lorsqu'on parle de football, il y a quand même un minimum qui est là. Mais les autres sports, c'est véritablement une difficulté. C'est les parents pauvres, comme l'a dit un ancien président du CNO Togo ou peut-être d'une fédération. Voilà. Malheureusement, c'est la réalité. Maintenant, il y a le statut qui est là. Le Togo est vice-champion, comme on venait de le dire. Je pense que au nom de ce statut, on aurait pu quand même donner ou apporter un peu d'attention à cette sélection-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Difficilement, d'ailleurs, ces différentes sélections ont été enregistrées. On a failli même déclarer forfait étant vice-champion. Aujourd'hui, les athlètes se préparent comme ils peuvent. Lorsqu'on parle d'une équipe nationale et qu'on entend quand même ce genre d'interview, franchement, c'est une très mauvaise publicité. Ce n'est pas une équipe de quartier. Même dans les quartiers, souvent, on mange avant de jouer. Mais ici, on parle d'une équipe nationale. Et vice-champion d'Afrique, ce n'est pas bien, ça ne sonne pas bien à l'oreille, mais apparemment, on est habitué à ça au Togo. Ça devient ordinaire, quoi. Même quand on dit que quelqu'un travaille à la présidence, mais il ne mange pas, ce n'est pas un problème, quoi. Parce que là, franchement, on parle d'une équipe nationale qui va représenter le pays, le drapeau
sera au rendez-vous, l'hymne national sera au rendez-vous. Et quand on prend ces aspects-là, franchement, ce n'est pas bien à écouter lorsque on prend en compte ce que les athlètes disent. Oui, Grégoire Attignon, il s'entraîne, il se prépare dans le doute. Tantôt, le Togo n'y va pas. Après, on remet. Après, oui, des inscriptions invalidées. Mais il y a encore une chance selon les sources. Mais on attend une autre correspondance venant du Togo. Parce qu'entre-temps, c'est le ministère qui a géré les choses. C'est difficile de se préparer dans ces conditions. C'est très difficile. C'est vraiment dommage pour le sport togolais. Latif l'a dit tout à l'heure, on parle de vice-champion d'Afrique qui doit aller à cette compétition, qui sait pourquoi pas revenir avec les médailles. Mais là, dans ces conditions, je me demande comment est-ce que cette équipe-là peut aller véritablement faire cette compétition et remporter cette compétition-là. Quand vous écoutez un tout petit peu les deux joueurs, que ce soit le beach volley et puis le beach handball. Le beach handballeur, c'est une déception totale de voir que ces équipes-là se préparent dans ces conditions. Maintenant, le flou qui entoure également la participation du Togo à cette compétition, qui doit faire quoi, qui ne doit pas faire quoi, voilà tout ça là qui entoure donc cette participation, c'est un peu déplorable. Je me dis que c'est le sport togolais qui souffre véritablement de ça. Oui, Latif l'a dit, quand on parle de la participation du Togo à une compétition, quand on prend le football, on donne pratiquement tout au football, mais quand il s'agit des autres disciplines, alors que ce sont ces disciplines-là qui apportent des médailles au Togo, mais véritablement ce sont ces disciplines qui sont reléguées au dernier rang. Et voilà dans quelles conditions ces jeunes-là se préparent pour cette compétition. Je me dis, est-ce que véritablement, si le Togo va à cette compétition, est-ce qu'on pourra faire quelque chose? C'est la question. Difficile d'être sportif au Togo. Même les déplacements sont minables. Angelo Folico, n'ayons pas peur de le dire. Ils ont 500 francs ou 1000 francs comme déplacement. C'est difficile pour une équipe nationale qui représente. Pendant ce temps, quand on prend aujourd'hui l'équipe nationale du Togo qui se retrouve en Afrique du Sud, la prime... C'est encore des centaines de millions. La prime de campement, c'est 500 000 francs par joueur. Vous voyez un peu ça? Et après une victoire, vous imaginez, et pourtant, dans ces éliminatoires-là, le Togo a déjà fait 4 matchs et se retrouve avec 2 points. Mais c'est difficile, Angelo. Mais les joueurs ont déjà 2 millions. C'est du 2 poids. 2 millions, quand on compte, par exemple, la prime de campement. Ça fait 2 millions déjà par joueur. Lorsqu'on ajoute les deux matchs nuls, les 2 petits points qu'on a, écoutez, ça fait déjà une manne pour eux. Alors que on a quoi? 2 petits points. Deux petits points. Ici, on parle d'un vice-champion. On parle de 500 000 francs pour le déplacement. Vous voyez que c'est pas possible. Même au village, ça ne se fait plus. Franchement, même au village, moi, je me dis, c'est comme... il faut quand même qu'on revérifie. Voici, franchement, nos antennes, nos radios émettent sur le territoire. C'est un peu comme tout ce qu'on dit, c'est que ça tombe des oreilles de au-delà sourds. des frontières. C'est comme c'est au-delà des frontières plutôt qu'on nous écoute. C'est comme ici au pays, on ne nous écoute pas. Équipe nationale. Et ce qu'ils disent, ils n'inventent pas. Lorsqu'on a 500 000 francs, c'est peut-être quelqu'un, une bonne volonté qui donne. La fédération n'a pas les moyens parce que l'État n'a rien donné. Mais ici, on parle d'une équipe nationale normale, c'est l'État qui doit sortir de l'argent. Bien sûr. Parce qu'avec le football, ce n'est pas la fédération qui sort l'argent quand il s'agit de l'équipe nationale. C'est dommage, Angelo. Quand vous arrivez même aux séances d'entraînement de ces 2 sélections que vous nommez, vous avez même l'impression que c'est une équipe de quartier. Parce que, il n'y a pas les équipements. Pas bien habillés. Ils ne sont pas du tout bien habillés. Chacun vient avec ce qu'il a porté, le short d'une telle marque, le haut d'une autre telle marque. Vous ne sentez pas une équipe nationale s'entraîner. Et je me dis, quand c'est comme ça, d'abord, il est vrai qu'on peut avoir la détermination, le mental, la volonté, tout ce que vous voulez, mais quand vous ne vous entraînez pas dans de telles conditions, vous partez déjà défaillant. Ça me rappelle une histoire en 2017, lorsque le Togo devait disputer une compétition de tennis de table. Les joueurs, à l'époque, avaient témoigné. Dès qu'à l'arrivée, au niveau de l'aéroport international d'un pays dont je tairai le nom, dès qu'ils ont vu l'équipe adverse, du haut en bas, de bas en haut, le sac de voyage et tout, la délégation. Le kit. Mais attendez, dans la tête des pongistes... Ils ont déjà perdu. Ils ont perdu dans la compétition. Ils sont revenus bredouilles. Ouais. C'est des éléments qui comptent énormément dans la performance. Et aujourd'hui, oui, on a eu à discuter avec plusieurs joueurs sur le site d'entraînement. C'est 500, ça n'atteint même pas 1000 francs pour le déplacement. Et pourtant, nous parlons des pères de famille. Voilà pourquoi, à un moment donné, il y a certains athlètes qui
sont obligés de faire des formations et en même temps gagner leur pain et faire également du sport. Sachant qu'au niveau du sport, il n'y a rien du tout. Mais pour terminer en disant, au regard de tout ce qu'il y a aujourd'hui, ça montre à suffisance que nos dirigeants n'aiment pas la jeunesse. Parce que là, ce sont des jeunes qui ont envie d'aller quand même faire quelque chose comme compétition pour le Togo, mais on a du mal à sortir les sous pour les accompagner. Quand on revient un peu sur le cas, par exemple, des U23 qui ne sont pas à Toulon à cause de 130 petits millions de francs CFA, vous vous posez la question, mais où va-t-on dans ces conditions-là? Et pourtant, il y a des entraîneurs qui sont là, il y a des responsables de fédération, il y a même des gens qui, oui, ont envie d'accompagner la sélection, mais malheureusement, ils ne mettent pas la main à la poche. Et quand ce n'est pas le football, alors là, ils sont laissés pour compte. Ça fait très, très mal. Vivement qu'on puisse fumer un peu le calumet de la paix au niveau des deux institutions, ma foi, qui sont devenues deux éléphants dans un magasin de porcelaine, de pouvoir penser un temps soit peu à la jeunesse, de faire taire les querelles et de permettre à ce que la sélection de beach volley et de beach handball puisse participer à cette sélection-là, à cette compétition. N'oublions pas que vous avez dit, le beach hand, le beach hand, le beach volley, le beach hand est vice-champion, à une petite marche de l'or. Ils ont eu la médaille d'argent. C'était une petite différence face à la Tunisie. Et donc, ils ont envie encore cette année d'aller battre même cette équipe tunisienne et de revenir avec l'or. Mais on a l'impression que là, on est en train de les étouffer par rapport à leur rêve d'ambition d'aller chercher la breloque d'or. Selon les dernières informations, le Togo a encore une marge de pouvoir envoyer une autre correspondance pour se faire enregistrer et pour permettre aux beach handballeurs, aux beach volleyeurs de pouvoir aller s'exprimer là-bas à Mamet, aux deuxièmes Jeux africains de plage. C'est très difficile, mais bon, on va revenir sur cette information forcément nous aurons tous les éléments pour justement en parler. Merci de faire confiance à Radio Sport FM, la radio qui mouille le maillot. La fédération a encore un nouveau partenaire, Lise Aviation. L'affaire a été signée, on va dire, ce samedi au siège de la Fédération togolaise de football. Je vous propose d'écouter le colonel Guy Kossi Akpovi, président de l'instance. Ce partenariat revêt une importance capitale pour le développement et la promotion de notre football national. Ce partenariat est un véritable témoignage de leur foi en notre potentiel et de leur volonté de contribuer activement au développement du football togolais. Je suis convaincu que ce partenariat avec Lisa Aviation ouvrira de nouvelles portes et nous permettra d'explorer des horizons inédits. Ensemble, nous renforcerons notre capacité à promouvoir le football togolais et à offrir des opportunités aux jeunes talents de notre pays. Je souhaite enfin exprimer ma confiance et mon optimisme quant à l'avenir de notre partenariat avec Lisa Aviation. Ensemble, nous créerons un héritage durable pour le football togolais qui pourra inspirer les générations futures à embrasser le football et à réaliser leurs rêves. Le colonel Guy Kossi Akpovi, président de la Fédération togolaise de football. En face, c'était Ismaël Bakungu, le représentant de Lise Aviation. Je m'adresse à vous aujourd'hui au nom du président directeur général de Lise Aviation pour vous annoncer ce don de 5 millions de francs CFA envers la Fédération togolaise de football. Ce geste généreux de la part de Lise Aviation témoigne de son engagement sans faille envers le sport et plus particulièrement envers le football. Le football, au-delà de ses aspects purement sportifs, joue un rôle essentiel dans la société. Il est un vecteur de rassemblement, de fierté nationale et de valeurs telles que le fair play, la discipline et l'esprit d'équipe. Vive le football togolais, vive Lise Aviation. Ismaël Bakungu, voilà le représentant de Lise Aviation après la signature de ce nouveau partenariat. Oui, on a Togocom, on a OneBee, on a d'autres peut-être partenaires. Mais avec Akpovi, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça s'aligne? Ou bien c'est pas ça? Oui, mais non, ça c'est mieux qu'avant. Ça vient, même si c'est petit, ça vient. Voilà, on espère que on quittera les millions pour les milliards, pourquoi pas. D'ailleurs, plusieurs millions font quand même des milliards. Maintenant, moi, je voudrais beaucoup, je ne sais pas, peut-être les contours de ce partenariat, parce que lorsque vous écoutez le représentant de Lise Aviation, il parle de dons.
Oui. Lorsqu'on parle de don dans un partenariat, voilà, il y a des questions à se poser parce que normalement, ça ne devait pas être le mot à placer. Oui. Quand on dit don, c'est un don, la fédération n'a pas l'obligation de redonner. Voilà. Au même moment, la fédération parle de partenariat. Lui, dans ce qu'il dit, au même moment, il parle de partenariat. Au même moment, il dit don. On a fait don. Donc, il faudrait maintenant quel est le contenu en réalité? Les aviations va faire quoi après? La contrepartie attendue. Si on parle de don, ça veut dire que normalement, il ne devrait pas avoir de contrepartie. En réalité, voilà. Donc, c'est la première peut-être zone dont maintenant... L'autre question, c'est vrai, une chose est d'avoir les petits contrats un peu partout, mais l'autre est de faire rejaillir cela sur véritablement le football. Parce que moi, je me dis, les petits contrats viennent, mais quand vous prenez un peu le championnat qui a pris fin, on a parlé de D1, l'Onato, j'ai du mal même à appeler le nom de la maison, mais les équipes, moi je dirais, les équipes ont eu quoi en termes de finances après ce championnat? Parce que les 20 millions que ASCO a eu, la saison dernière, c'était déjà la même enveloppe. Les 10 millions que ASC a eu l'année dernière, c'était déjà la même enveloppe. Mais cette année, il y a une publicité derrière. Mais il n'y a pas eu 1 million de plus sur l'enveloppe d'ASCO. Les équipes classées 3e jusqu'à la 16e place ont eu combien? Parce que c'était un championnat Lonato. La question est là. Maintenant, les aviations est arrivée. Les 100 millions qui sont arrivés vont servir à quoi? Parce que moi, je dis, j'ai écouté le président de la fédération parler des talents, les petits talents. Les petits talents se retrouvent où? Dans les ligues, dans les districts. Mais écoutez, est-ce qu'aujourd'hui, les districts ont une subvention venant de la Fédération togolaise de football? La Ligue, oui. Mais combien? La Ligue, on vous dira aussi que c'est parce qu'elle aide la fédération à organiser le championnat. Donc moi, je dis, c'est bien ce que la fédération fait déjà avec les petits contrats-là. Mais il faudrait que ces petites sommes-là également, on les sente ailleurs. Si on me dit que les 39 districts, par exemple, vont bénéficier d'1 million, 2 millions sur les 100 millions que les aviations donnent, on peut dire oui, organiser un petit truc de jeunes parce qu'il y a un talent de jeunes. Je pense que la fédération doit penser à aller vers cela. Sinon, l'argent, ça vient, mais ça va où? Moi, c'est la question que je me pose. Vous savez où ça va, Angelo? Nous irons poser la question. Parce que là, oui, nous avions traité l'information, on nous parle de 100 millions. Ah, j'ai dit, alors là, il y a de l'oxygène au sein de la fédération. C'est au moins le minimum. 100 millions, c'est pas petit, même si c'est vrai, on parle de football où ça ne représente pas également grand-chose. Et c'est également le contenu qui m'intéresse. Quand on suit la déclaration du président colonel, il a parlé de jeunes talents, il a parlé des futurs de demain. Mais je reste toujours désabusé. Depuis qu'il a pris la tête de la fédération, il n'y a jamais eu de compétition de jeunes. Oui, on annonce des choses qui vont sortir du coffre, mais pour l'instant, ça reste toujours à l'étape de projet. Mais sur le terrain, il n'y a pas du concret. Il n'y a pas une véritable mise en œuvre de football des jeunes. Quand vous prenez la dernière réunion de la FIFA à Kigali au Rwanda, on nous parle du développement des talents et que d'ici normalement 2025, chaque association membre de la FIFA ou chaque fédération membre doit disposer d'un centre technique national, pour ne pas dire fédéral. Mais aujourd'hui, on n'en a même pas. Il y a un appel d'offres qui est lancé. Bon, voilà, tout ça, ça reste encore sur les papiers. Oui. C'est à l'étape toujours des projets. Donc, c'est en cela, j'espère simplement qu'on aura le courage de nous donner le vrai contenu de ce contrat ou de ce partenariat avec les aviations. Est-ce qu'à un moment donné, les membres même du COMEX auront des billets d'avion gratuits pour faire le tour de la sous-région? Je ne sais pas. Les différentes sélections cadettes au espoir auront, je ne sais pas, l'occasion également de voyager avec la contribution de les aviations, ou bien c'est du liquide cash, voilà, craquant, billets craquants,
donner à la fédération pour le travail. Je l'ai dit, on aura le temps de revenir là-dessus puisqu'on aura également à poser les questions pour comprendre vraiment le contenu de ce don ou de ce partenariat avec la compagnie aérienne. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est un don ou c'est un partenariat? On se le demande puisque c'est le donateur qui parle de don. Donc, c'est un peu difficile. Ils ont souvent l'habitude de faire des dons au Burkina Faso. Oui. Ça, c'est moi, une je réalité. comprends un tout petit peu la chose. Je me dis, oui, peut-être qu'en dehors du partenariat, le partenaire... Ils ont fait le don pour commencer. Voilà. Donc, à l'arrivée, la fédération ne leur doit... Donc, la fédération ne leur doit rien sur ce don-là. Bien sûr, puisqu'on parle de don, donc à côté de ce partenariat, je me dis que la fédération, en retour, ne doit rien donner. C'est peut-être, ça va au-delà de ce partenariat. C'est quand le partenariat sera maintenant effectif, c'est là qu'on aura véritablement ce qu'il y a véritablement au sein de ce partenariat. On n'a pas donc des informations. C'est ce que moi, je ne comprends pas. Est-ce que Lise Aviation sera sur l'équipe nationale uniquement? Et ces détails véritables méritent d'être donnés. Parce que pour par rapport à One Beer, on nous a dit que ça concerne certaines compétitions, la compétition des jeunes, et puis le tournoi, la compétition de beach soccer, la coupe du Togo, je crois bien. Aussi, oui. On n'a pas pu jouer. Mais cette compétition n'existe même pas. Voilà. Bon, peut-être dans l'avenir, qui sait. Toujours revenir. Et on revient maintenant au prochain match des éperviers du Togo. C'est la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN qui a lieu en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Le Togo a 2 points, a besoin de réagir, de gagner les 2 matchs à venir. D'abord face à l'Eswatini et depuis samedi, une partie de la délégation se retrouve en terre sud-africaine. Nous allons écouter quelques joueurs. Plaka Fessou, qui n'était pas sur la double confrontation contre le Burkina, qui est de retour. Physiquement, je me sens bien. C'est vrai que j'avais marqué un coup d'arrêt avec ma blessure. Donc voilà, j'ai essayé de revenir, de me préparer. Et voilà, j'ai repris l'entraînement, j'ai repris les matchs. Et physiquement, je peux dire que maintenant, ça va mieux. Le groupe m'a manqué, ça a été difficile. Parce que c'était un match important pour nous et j'avais à cœur de participer à ce match pour aider l'équipe, mais ça n'a pas été le cas. Et voilà, comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. Donc c'était une période un peu difficile, mais maintenant ça va, on va essayer de se projeter sur ce qui est devant nous. Plaka Fessou Mémé, et à côté de lui, il y avait Roland Amouzou, le latéral gauche, le défenseur d'Asco de Kara, qui pense que tout va bien. Dans l'ensemble, tout se passe bien pour ce deuxième jour. L'ambiance est bonne. On a pratiquement la plupart de l'effectif, donc tout se passe très bien. Pour un joueur, il faut se progresser chaque jour. Nous-mêmes, nous savons déjà l'objectif de ce match, donc c'est la qualification pour la CAN et gagner ce match. Donc, moi, personnellement, je dois beaucoup progresser pour aider l'équipe. L'objectif, tout le monde le sait. Le coach a parlé hier, donc tout le monde est conscient du match qui est devant nous. Donc, nous sommes prêts pour le match à défendre le pays. Nous sommes prêts pour défendre le pays, dit Roland Amouzou, le défenseur des éperviers. Je reviens à vous, Grégoire Attignon. C'est un match sur lequel le Togo n'a pas le droit de se louper. Si cette possibilité mathématique qui offre toujours au pays cette possibilité de se qualifier, là, le Togo appelé à gagner les 2 matchs à venir. Est-ce possible? Peut-on y croire? Bon, c'est difficile. C'est difficile, hein. Sincèrement, moi, je dis ce que je ressens. Je ne crois plus à une quelconque qualification du Togo, mais ça reste quand même des matchs de football et que ce sont les éliminatoires. Et ça peut quand même arriver que le Cap-Vert ne gagne pas le Burkina et que le Togo gagne les Swatini. Maintenant, à la dernière journée, le Togo peut gagner également le Cap-Vert. Mais ça va être compliqué, ça va être difficile dans la mesure où le Cap-Vert aussi sait qu'avec un match nul déjà, ça peut permettre à cette équipe de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le Togo a obligation de gagner ces matchs. Voilà que cette équipe-là a des difficultés véritablement à marquer donc, dans ces éliminatoires. Et cette équipe a des difficultés à faire du résultat. Donc, je me dis que ça va être compliqué, vraiment compliqué, d'autant plus que comme le Togo, les Swatini également se trouvent dans la même situation.
puisque si les boucliers du roi arrivent à gagner leurs deux prochains matchs et que le Cap-Vert ne gagne pas, vous comprenez donc que le Swatini aussi peut se qualifier. Donc ça va être un peu difficile, d'autant plus que cette équipe de l'Eswatini est venue ici lors de la première journée tenir en échec le Togo 2 buts partout. Est-ce qu'on connaît véritablement la forme actuelle de cette équipe de l'Eswatini? Quelle est la forme de nos joueurs? Voilà un peu les questions qui se posent. Moi, je me dis également que du côté du staff, on se mélange un tout petit peu. Déjà dans la convocation des joueurs. Je donne encore l'exemple de Tchakei Marouf. Quand le joueur était en forme, il jouait, on l'a écarté pour la double confrontation, disant que non, qu'on n'a plus besoin de ce joueur. L'entraîneur a dit beaucoup de choses sur ce joueur-là. Mais moi, à mon grand étonnement, voilà que le joueur n'est plus en compétition. Le championnat congolais est arrêté depuis des mois. Voilà, on convoque ce joueur-là. Je me dis finalement, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut, mais au niveau du staff, qu'est-ce qu'on veut avec ces éperviers-là? Je me dis que l'entraîneur même sait que c'est déjà perdu. Latif, vous pensez aussi? Bon, c'est vrai, c'est une équation difficile qui se dresse devant le Togo. L'Eswatini également peut encore se qualifier. Le Togo et le Cap-Vert, 3 sélections pour une place puisque le Burkina s'est déjà qualifié. Mais comment aborde-t-on, on va dire, une telle partie? Moi, je pense que le véritable arbitre dans cette poule du Togo, c'est le Burkina Faso. Le Burkina n'a plus rien à jouer, mais il est l'arbitre de ce match. Il arbitre et pour le Cap-Vert, et pour le Togo, et pour les Swatini. Voilà, donc c'est intéressant dans cette poule-là. Il se dit également au pays des hommes intègres que Hubert Velud n'est pas aussi sûr d'aller à la phase finale avec le Burkina Faso, malgré la qualification, parce que il n'a pas montré grand-chose sur la double confrontation contre le Togo. Et donc, les Burkinabés ne sont pas satisfaits. Il a à cœur donc de se racheter sur le match du Cap-Vert et pourquoi pas sur le dernier match face à l'Eswatini. Maintenant, ça reste le football. Mathématiquement, ce n'est pas encore forclos pour le Togo, ni pour l'Eswatini. Maintenant, le Cap-Vert a totalement son destin entre ses mains, mais tout peut arriver. Et donc, le Togo doit jouer sa carte jusqu'au bout. D'abord, en gagnant face à l'Eswatini. Sauf que des deux finales, je pense que j'ai écouté une fois l'entraîneur Paulo Duarte parler. Il prend beaucoup plus au sérieux le match de l'Eswatini. Parce qu'il se dit que si la finale devrait se jouer au Togo, à Lomé, face au Cap-Vert, il faudra gagner d'abord. Face à l'Eswatini. Il pense, selon ce que j'ai pu puiser de ce qu'il a dit, il pense que si le Togo devrait jouer à Lomé pour se qualifier, que lui, il se donnera tous les moyens. Mais d'abord, il faudrait que le Togo gagne à l'Eswatini et que le Burkina arbitre bien pour le Togo. Parce que, moi je dis, si le Burkina ne gagne pas ce match, c'est cuit pour le Togo, c'est mort. Mais est-ce qu'ils ne peuvent pas lever le pied parce qu'ils sont déjà qualifiés? Oui, c'est ce que je dis. Ils sont dans le rôle d'arbitre. Ils peuvent bien arbitrer ou mal arbitrer. Bien arbitrer, c'est de jouer. Mais mal arbitrer, c'est de lever le pied. Ça, c'est clair. Ils sont des footballeurs. Aujourd'hui, le Burkina Faso, c'est ce que le Togo ne joue pas que contre les Swatini. Le Togo c'est quand on est en football, il faut savoir être pertinent. Il faut savoir être immense. Le Togo est immense. Comment? On joue à l'Eswatini. On doit jouer également ce match-là. Mais comment? Suivez mon regard. Il faut être dans tous les coups. Le Togo ne doit pas mettre toutes ses attentions sur le match de l'Eswatini. Maintenant, Grégoire a évoqué un élément. Moi, je dis, notre staff bégaye trop. On est plus conséquent. Tchakei Marouf, il cherche quoi sur la liste? Parce que moi, je dis, le joueur minable, non professionnel, qui a fait honte à l'entraîneur, qui a fait honte au Togo, qui était en compétition, il n'est pas convoqué. Mais aujourd'hui, il n'est plus en compétition. Entre mars, avril, mai, quel match référence Tchakei Marouf a fait? Le seul match référence qu'il a fait, c'est lequel? Aucun. Mais il est sur la liste. Donc, moi, je dis, l'entraîneur n'est plus conséquent envers lui-même. Que Dieu nous sauve. Voilà. Oui, Angelo Foliko, vous faites partie de ceux qui ne croient plus en une qualification. Vous faites partie de ceux qui disent qu'il ne faut pas vendre d'illusions au public sportif. À quelques jours de ce match, contre les Swatini, qu'attendez-vous? Peut-être voir le Togo respecter son maillot. Voilà.
respectez le maillot jaune, vous êtes convoqué, vous avez obligation de performance au niveau de cette sélection-là. Et je pense que ne nous voilons pas la face, hein, avec ces calculs des si à gauche, dire que oui, le Togo doit aller chercher des négociations à gauche, à droite. Nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens. Pas de moyens sportifs sur le terrain, pas de moyens financiers. Parce que vous savez, le football, hein, c'est pas seulement sur le terrain, c'est également dans les couloirs, c'est dans les salons de thé. Aujourd'hui, quand on considère la confrontation, ne serait-ce que Burkina Faso-Cap-Vert, vous pensez que le Burkina Faso va vouloir se faire battre par le Cap-Vert? Surtout que Hubert Velud est menacé. C'est une question de prestige. Ils vont pas vouloir. Tous ces internationaux que nous voyons souvent dans les différents matchs, dans les différents majeurs, soit au pire des cas faire match nul. Et dire que le Cap-Vert va gagner, certes, face au Burkina Faso, oui. Nous n'excluons pas les tendances qu'il peut y avoir dans un match de football. Mais la réalité elle est tout autre. C'est que depuis le départ, nous avons raté notre campagne de qualification. Si, oui, le Togo veut tout faire pour gagner face à l'Eswatini, je dis encore, oui, c'est pour le respect du maillot que nous portons. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, Paulo Duarte doit être responsable de ses actes. Hein. Il sème quelque chose, c'est à lui de le récolter. Un joueur qui n'a plus, je peux dire, qui n'est plus en activité et qui vient en sélection, n'a pas la même prestation que celui qui vient de terminer le championnat il y a peut-être 2 ou 3 semaines. Ce n'est pas la même chose. Les forces sont disparates. Et Chakaï, la dernière fois, si on suit très bien sa déclaration, il disait, si on lui fait confiance, il fera ce qu'il faut. Ça veut dire quelque part, ce n'est pas aussi garanti. Certes, il a été appelé, mais ce n'est pas aussi garanti qu'il soit titulaire ou remplaçant dans cette partie-là face à l'Eswatini. Pour chuter en disant ceci, oui, on a été très mauvais depuis le début de la campagne. Ce n'est pas à 2 journées de la fin qu'on fera le miracle. On aime tellement appeler Dieu. Il y a des sélections qui l'ont fait. Non, mais attendez. Oui, non, mais... Oui. Franck Nounyama. Mathématiquement, c'est encore possible. Oui, des sélections l'ont fait. Oui, il y a ce brin d'espoir qui existe. Oui. Mais disons la vérité, quelle production du jeu avons-nous sur le terrain? Qu'est-ce que nous produisons comme Donc il faut démissionner. Non, mais attendez, non, il faut jouer les 2 matchs. Mais je le dis et je le répéterai toujours, ne pas aller à la CAN avec cette équipe-là. Hein. Mais si ça arrivait. Eh bien, alors là, ça peut arriver. Oui, mais on va dire quoi? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais attendons-nous à sortir dès les 3 matchs de poule. Ça peut arriver. C'est ça. Moi, disons la vérité. Quand nous prenons les 4 matchs, quand nous prenons ces 4 matchs-là, vous allez voir les différentes équipes que le Togo a alignées au cours de ces 4 matchs passés. Aucune équipe type. Au cours de ces 4 matchs passés, le Togo n'a pas aligné la même équipe. Quand on prend le match face à l'Eswatini et face au Cap-Vert, c'était les Kennedy, c'était les Asamoah. Mais c'était les Kennedy, c'était les Boateng. Mais face au Burkina Faso, c'est une autre équipe que Paulo Duarte a aligné. Aujourd'hui, on voit encore une autre chose. Ce ne sont pas les mêmes joueurs. Aujourd'hui, on nous amène un nouveau joueur, Kodjo Aziankwe. Il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas de constance. Stabilité. Alors que quand on prend les éliminatoires de la Coupe du Monde, il y avait quand même une constance. Il y avait quand même des joueurs qui étaient là, qui ont joué ces éliminatoires-là. Mais aujourd'hui, je crois qu'on cafouille un tout petit peu, on mélange un tout petit peu les choses. On va de gauche à droite, on va de haut en bas. Finalement, on ne sait plus à quel sens se vouer et on se retrouve aujourd'hui dans cette situation. Là où la difficulté elle est encore plus évidente, c'est parce qu'on n'a plus de bons joueurs. Donc, à chaque fois qu'on entend un semblant de bons joueurs quelque part, tout de suite, on prend le bateau de pèlerin. Il semble qu'il est jeune. On nous parle d'un joueur de 19 ans. Des Émirats Arabes Unis. Bon, un joueur qui est jeune et qui est très bon. Nous allons même proposer l'élément de Paulo Duarte sur le profil du joueur. Pour lui, c'est un joueur d'avenir. Quand on n'a pas de bons joueurs en réalité, il faut travailler sur la durée. C'est-à-dire les mêmes joueurs, il faut répéter les mêmes choses. On fait le contraire. On fait le contraire. Lorsqu'on répète les mêmes choses, à un moment donné, le collectif va devenir meilleur. Parce que individuellement, on n'a pas de bons joueurs. Mais là, à chaque fois, voilà, on fait venir, on veut toujours aller chercher un joueur qui... Mais ce n'est pas possible. Paulo Duarte a fait une fondation, il a cassé, il a reversé le mur, c'est ce que Grégoire a dit. Et il ne veut pas le reconnaître en réalité. C'est-à-dire l'équipe avec laquelle il a joué les éliminatoires de la Coupe du Monde, cette équipe-là, je ne sais pas qui l'a trompé. Il devrait travailler avec cette équipe-là. C'est le stage d'Antalya qui l'a trompé. Voilà, il devait travailler avec cette équipe-là. Aujourd'hui, on devait avoir un collectif. L'effectif qui nous a qualifiés pour la Coupe du Monde en 2006, on avait quel joueur? Mais c'était un collectif qui était là.
Et qui a fait le travail. Qui a fait le travail. Bon, voilà, si en 2 ou 3 ans, on n'a pas pu trouver de latéral gauche, c'est difficile maintenant. Même latéral droit. Oui, et Roland Amouzou fait le travail, mais bon. Voilà, qui dépanne. Voilà, qui dépanne. Voilà, on va marquer juste la pause et on revient parler du Sacre de Gbikinti. Enfin, les Lions du Mont-Barbabassa ont finalement le titre de champion de D2. Ils ont souffert sur le dernier virage de la compétition, battu à plusieurs reprises sur les derniers matchs, mais finalement, le match au sommet, ils ont eu raison du tam-tam parlant en gagnant devant Doumbé justement 1-0 pour s'offrir le titre avant la dernière journée, la 26e qui se dispute le week-end à venir. On va écouter Adika Komi, le coach de Gbikinti. C'est fait, l'objectif est atteint. Qu'une œuvre n'est jamais parfaite. Eh bien, pour la série, il faut toujours se battre. Aujourd'hui, on sait que pour atteindre l'objectif, il faut se battre. Et aujourd'hui, les enfants ont mouillé le maillot. Ils ont joué comme c'est la finale de la Champions League, comme c'est le dernier match de leur vie. Et vous avez vu à la fin, on a résisté. Au finish, on est qualifié, synonyme d'objectif atteint, champion. Maintenant, vous devez jouer à Rabia. Là, un peu de repos et vous reprenez pour rentrer avec une victoire. Oui, je pense qu'aujourd'hui, l'objectif est atteint. Maintenant, pour terminer le championnat en beauté, on n'a pas droit à l'erreur. On ira à Rabia, mais pour aller gagner et pour que la fête soit encore plus belle, il faut une victoire à Rabia. Terminé en beauté, dit-il Adika Komi. Au-delà de toutes les difficultés qu'ils ont connues, on va dire que c'est mérité pour les Lions. Ils ont pris l'avance depuis un bon moment. Ils étaient à la tête. Ils ont été toujours à la tête de cette compétition. Mais voilà, c'est ce qu'on peut dire. Lorsqu'on considère le parcours de Gbikinti durant toute la saison, oui, et l'équipe a su aligner des victoires, l'équipe a su travailler avec un groupe. Je pense que c'est tout au mérite de Adika Kwami et puis de Bataba, si je ne me trompe pas. C'est un duo qui s'entend très bien. Deux jeunes qui ont fait l'INJS, qui ont travaillé à Gomido, dans un autre club également, Ange de Motien, voilà. Oui. Je les ai déjà rencontrés même sur un match à Sokodé, pour la toute dernière fois où j'ai été à Sokodé. On sent une certaine complicité entre les deux, des échanges assez responsables. On sent qu'ils aiment la chose, mais oui, que ça a été dur, très très dur, parce qu'à un moment donné, certains même ont failli perdre, on pourra dire la raison, parce que Gbikinti a aligné des contre-performances. Beaucoup de gens ne comprenaient pas, on évoquait même entre-temps des situations mystiques derrière le club. Voilà pourquoi ça ne gagnait plus. Oui, c'est bon. On peut parler aujourd'hui du présent. Ils ont réalisé, je dirais, cette montée en première division. C'est une très bonne chose. C'est pas la première fois. Ils viennent en première division. Ils ont déjà l'habitude de la disputer. Maintenant, le plus difficile, ce sera la saison à venir. Parce que là, oui, les joueurs qui sont présents ont fait le job. Ils ont été présents, motivés ou pas. Ils ont été présents jusqu'au bout. Le plus difficile, comme je l'ai dit encore une fois pour chuter, ce sera la saison prochaine. Est-ce qu'ils auront le même effectif, la même motivation, la même organisation au sein du club? Est-ce que les démons ou les vieux démons ne vont pas se réveiller parce qu'on est arrivé aujourd'hui en première division? Donc on va dire non, nous méritons cette place. Il faut chasser celui-ci. Nous voulons celui-là. Nous voulons pas tel joueur. Nous voulons tel joueur. Voilà, c'est qui est sûr. Félicitations à Adika et à son binôme. Et encore une fois, bravo à l'équipe. Ils ont fait de leur mieux. Le titre de champion est en poche. En attendant la dernière journée qu'ils vont jouer face à Rabia, au moment où Doumbé sera face au plus faible de la classe Kotoko. Oui, je pense que Gbikinti peut se permettre même la fête avant même cette dernière journée. Ouais. J'ai écouté Adika dire qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils ont droit à l'erreur. Parce que l'objectif il est atteint. Et puis, vous savez, c'est la première saison classique en deuxième division. Ça n'a jamais été. C'est toujours des championnats de zone. Voilà, Gbikinti l'a fait. Ça a été difficile, mais au bout... Voilà, l'objectif, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, c'était trop facile aussi. Ils ont eu bien les yeux rouges, mais leurs yeux ont été beaucoup plus rouges que ceux d'Asco. Parce qu'à un moment donné, Asco aussi a essayé à bégayer un peu. Mais Gbikinti, à un moment donné, imaginez si Gbikinti avait perdu ce match-là d'hier. Je parie que Gbikinti aurait pu perdre toute la saison parce que la dernière journée, ça n'allait pas être facile. Parce qu'en deuxième division, beaucoup ne le voient pas. Ça se joue ailleurs. Les équipes jouent. Il y a des matchs à 3, il y a des matchs à 4. Tel motive tel joueur, tel voudrait que tel gagne, tel a fait ceci. C'est ce qui se passe en deuxième division
depuis chaque année. Et cette saison, surtout avec ce schéma classique, franchement, si Gbikenty ne gagnait pas hier, c'est mort. Parce qu'à la dernière journée, il faut devrait forcément gagner et puis peut-être envoyer Gbikenty encore en deuxième division. Maintenant, ce n'est pas tout perdu pour Doumbé de Mango, qui a encore son destin en main pour pouvoir arriver en première division. Un petit match nul devrait suffire à cette équipe-là. Gbikenty ne devrait pas aussi être rattrapé parce que voilà, dans la confrontation directe, Gbikenty est devant Doumbé de Mango. Ouais. Donc c'est fait quoi. Adika peut s'offrir une fête avant même la d'aller dormir sur le terrain au moment du jeu et de ne rien faire. Oui, pendant ce temps, c'est Doumbé qui est mis sous pression par Ifodje qui a gagné lors de cette avant-dernière journée. Et c'est ça qui rend la dernière journée très très importante. Gbikenty, plutôt Doumbé, sera face à Kotoko de Lavier, et qui est considéré comme le petit, ou bien la lanterne rouge, et bon, pas considéré, mais qui est d'ailleurs la lanterne rouge. Mais hier, ça n'a pas été également facile pour... Kotoko est devenu l'or. Voilà. Parce que tout le monde fait la cour. À Kotoko. Ouais. Et ça n'a pas été facile, justement, à Ifodje hier, parce qu'arrivé un moment, c'était un but partout entre les deux formations, et ce n'est que dans les derniers instants que Ifodje a marqué ce deuxième but-là. Maintenant, ça va se jouer. L'étoile filante qui va jouer face à Ifodje, à Dapamé, et Doumbé qui se rend chez Kotoko de Lavier. Vous comprenez que oui, sur le papier, il peut se dire que Doumbé part avec la faveur des pronostics, mais attention, Kotoko peut, sachant également que on part déjà en deuxième division, pourquoi ne pas partir en faisant quand même des victimes. Donc, ça va... Et en payant aussi les salaires. Et ce match entre Ifodje et Étoile Filante vraiment s'annonce très explosif. Surtout quand on sait qu'à l'aller, Ifodje est venu dicter sa loi à l'Étoile Filante ici à Lomé. Peut-être que les Bleus chercheront, pourquoi pas, à terminer la saison sur une victoire. Oui, l'entraîneur adjoint l'a dit. Pourquoi ne pas terminer la saison en beauté par une victoire? C'est vrai, ce n'est pas pour une qualification, mais juste pour une victoire. Mais ça va se jouer, ça reste quand même. Mais il faut dire que du côté d'Ifodje, il y a quand même du jeu, parce que c'est une équipe qui joue bien. Quand vous voyez cette équipe produire le jeu, elle joue bien, elle fait le jeu. Elle a également des attaquants qui font quand même le jeu sur le terrain, qui marquent. L'Étoile filante doit véritablement se préparer. Bon, c'est vrai que l'Étoile n'a rien à gagner dans cette rencontre, mais je crois que l'Étoile, plutôt Ifodje, jouera à fond ce match-là tout en espérant une défaite de Doumbé à Palimé. Comme information, l'Étoile filante qui prend des dispositions et déjà accompagné par une banque pour la saison à venir. Ben voilà, ça intéressant. Oui, très intéressant. Ça s'annonce pour la Ligue. Bien la Ligue professionnelle de football. Non, mais vous savez, c'est une question de vision. Oui. C'est une question de planification, d'organisation, de ce que l'on veut. C'est vrai, aujourd'hui, quand vous rencontrez tous ceux qui sont les anciens de l'Étoile, ils vous diront notre place n'est pas en deuxième division. Et je les comprends. Mais c'est parce que les résultats sportifs ne vont pas justement à leur avantage. Voilà pourquoi l'Étoile est à ce niveau-là. Maintenant, si très bientôt, avec tout ce qui se prépare au niveau de la mise en place ou la mise en œuvre prochaine du statut professionnel, je pense qu'ils sont en train de rapidement se mettre en ordre. Leur dossier est accepté, ils ont une banque derrière. Et s'il y a des partenaires qui s'alignent déjà, ça veut dire que ça semble être une caution pour l'Étoile filante. Et mine de rien, ce sont des cautions assez lourdes. Mais on ne doit pas donner le nom de la banque en caution. Accepté déjà? Non. Bon, c'est une façon de parler. C'est la clôture, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ce que moi je dis, c'est vrai. Du côté de l'Étoile filante, je crois que les dirigeants ont quand même cette ambition de faire de cette équipe une grande équipe. Mais seulement que sur le terrain, ça ne suit pas. Il faut aller chercher des joueurs. Il y a des joueurs. Qu'est-ce qui manque? Non, mais ce qui manque, c'est des joueurs. C'est bon. Oui, c'est vrai. C'est des joueurs. Non, ça ne joue pas. Les joueurs d'aujourd'hui ne sont pas. Non. Écoutez, quand vous voyez l'Étoile filante jouer, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non, mais c'est des joueurs qui, j'ai l'impression, ils sont suffisants. On a l'impression que l'Étoile, les joueurs pensent qu'ils ont déjà tout gagné. Ouais. Non.
Mais je crois que si véritablement l'Étoile filante veut jouer cette ligue professionnelle, il faut aller chercher des joueurs. Il faut peut-être reprendre, fouetter l'orgueil des joueurs. Peut-être ils sont trop bien payés. Parce que là, quand vous prenez un peu le salaire des fois des joueurs de l'Étoile filante, ils n'ont rien envié aux joueurs de première division. Et les primes aussi. Les primes aussi, quand des fois on vous dit gagner 2 ou 3 matchs et prenez 2 millions pour vous partager, ça c'est des primes parallèles aux primes habituelles. Hier à la mi-temps, le président, malgré que c'était un match sans enjeu, mais le président est encore allé au vestiaire. C'était 0-0 à la pause, il est allé au vestiaire, sans doute c'était pour les motiver. Sans doute qu'il a encore promis quelque chose. Maintenant, ce que moi je voudrais dire, il ne faut pas que l'Étoile filante oublie quelque chose. Moi je dis, cette équipe-là, c'est une équipe qui est vaste. Mais je dis, au plan infrastructurel, l'Étoile filante n'est pas un exemple. Franchement, l'Étoile filante, quand on prend basket, ils sont là. Quand on prend handball, volleyball, ils sont là. Quand on prend cyclisme, ils sont là. Mais écoutez, l'Étoile filante n'a rien en termes d'infrastructure. On a déjà vu une maquette du stade à construire très prochainement. Le président nous a dit au bilan du tournoi, Dr Carlo, que les premiers coups de pioche, c'est ça, non? Vont être donnés. Là, c'est ça. C'est dans quelques semaines. Mais nous sommes pratiquement en 2023. Oui, c'est quelques semaines. Donc, franchement, il faut que le président revoie ce côté-là. Sinon, franchement, on sait que ça respire. L'argent n'est pas le problème de l'Étoile filante. Très bien, Latif Yorouma, merci d'avoir préparé cette émission. Jolo Folikoé, Grégoire Attignon, merci Eloma Dovon, merci Théo Ajavon, merci à toutes et à tous. À bientôt.